On m'a demandé de vous parler du futur et de l'intelligence artificielle. C'est un sujet dont je débat souvent avec quelqu'un que j'admire beaucoup. Et si je m'intéresse au futur, à la prospective, à l'intelligence artificielle, c'est grâce à lui, qui a bercé mon adolescence et à qui je dois une bonne partie de ma curiosité intellectuelle, c'est Jacques Attali, qui parlera tout à l'heure. L'intelligence artificielle, ce n'est pas un problème technique. C'est un problème uniquement politique. L'intelligence artificielle, c'est uniquement le problème du cerveau. Il n'y a pas de problème d'intelligence artificielle. Il n'y a de problème que sur le cerveau parce que nous sommes notre cerveau. Et c'est un sujet qui va durer un certain temps parce que la concurrence entre le neurone et le transistor, elle ne va pas s'arrêter en 2072. C'est une affaire qui va nous poursuivre quelques milliards d'années. Donc il faut s'accrocher, pas du tout paniquer, mais il faut bien voir que nous sommes partis dans une coévolution lente. Alors d'abord, il faut bien comprendre qu'on va continuer à dire plein de conneries sur l'intelligence artificielle. C'est pour ça que ça m'inquiète toujours d'être filmé et que ça arrive sur YouTube, parce que on va prouver que j'ai raconté plein de conneries avant même ma mort. L'intelligence artificielle, c'est vachement dur. D'abord, il y a un vrai tsunami technologique qu'on n'avait pas bien prévu. Et regardez ce qu'a dit Sergey Brin, le copropriétaire de Google, à Davos. Il a dit « Je n'ai pas vu venir la vague du deep learning. Ça va beaucoup plus vite que je pensais. » Si Google, leader mondial de l'intelligence artificielle, n'a pas vu arriver la vague, vous imaginez bien que ça va être assez difficile pour les petits fonctionnaires de la caisse primaire d'assurance maladie. Et oui. Donc il est normal que la société civile ait du retard. Il est normal que les politiques aient du retard, alors même que les producteurs principaux d'intelligence artificielle sur Terre n'ont pas vu la vague. C'est aussi difficile de réfléchir à l'intelligence artificielle parce que c'est freudien. Nous transférons, nous projetons sur l'intelligence artificielle toutes nos angoisses les plus archaïques. La peur de la mort, la peur de la figure du cyborg, du golem, la peur de l'intrusion, la peur de la perte de notre identité. Et puis, les transhumanistes et les bioprogressistes projettent leurs pulsions mégalomaniaques. On a un équilibre très complexe entre l'hubris et némésis, entre la sagesse technologique et la démesure technologique. Également, c'est difficile parce que cela renvoie à toutes nos vieilles peurs malthusiennes. Souvenez-vous, Malthus qui expliquait que les Anglais allaient tous crever de faim quand la population dépasserait 5 millions d'habitants. Ils sont 65 millions, dont 30% d'obèses, mais les gens avaient très peur. En 1812, les Luddites ont détruit les métiers à tisser et John Lloyd a été condamné à mort en Angleterre. Les canuts de Lyon ont inventé le sabotage en jetant leurs sabots dans les métiers à tisser, d'où le mot sabotage. Les oppositions entre ethno-progressistes et puis bioconservateurs et neuroconservateurs, nous allons en avoir plein. Ça ne facilite pas une réflexion raisonnable sur le sujet. Nous avons de grandes peurs malthusiennes et on finit par oublier qu'en 1793, pendant la Terreur, il y avait encore 29 000 porteurs d'eau à Paris. C'était un des principaux métiers. Alors, effectivement, ils n'ont pas disparu en 15 jours, c'est moins rapide que l'IA, mais enfin, ils ont quand même disparu. Le dernier porteur d'eau, ça doit être 1920 à Paris. D'où les angoisses, le revenu universel, Hamon, toutes ces visions datées d'un monde sans travail qui nous replonge dans la pulsion malthusienne. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas tout seul sur la table. C'est un des 3 grands basculements, car il y a 3 basculements simultanés. Le premier, vous le connaissez tous, c'est le basculement du centre de gravité géopolitique, géoéconomique, technologique, de l'Atlantique vers le Pacifique, de la Californie jusqu'à Seattle, en allant jusqu'à la côte est de la Chine,
que Jacques Attali avait théorisé en 1978. Premier basculement. Le deuxième basculement, c'est le basculement du centre de gravité du neurone vers le transistor et vers l'IA. Troisième basculement, c'est le basculement de la politique traditionnelle vers la loi du code informatique. Code is law, comme dit Laurence Lessing, le professeur de technologie à Harvard. Les gens qui font les algorithmes chez Facebook et chez Google ont plus de pouvoir que François Hollande. La politique se déplace vers le code, vers les GAFA, vers les plateformistes. Ce d'autant qu'à part quelques exceptions, le niveau de la classe politique a énormément baissé. Mais on ne peut pas leur jeter la pierre. Il est extrêmement difficile de gérer une société qui va si vite. Ce triple basculement, il est considérable. Il explique la vague populiste, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, la vague populiste, nous n'avons pas fini d'en entendre parler, et pour éviter qu'elle nous submerge, il y a des conditions compliquées. Compliquées. Ce triple basculement de centre de gravité, il construit un monde qui a 4 caractéristiques. Une économie basée sur des technologies exponentielles, les NBIC. Une idéologie démiurgique, le transhumanisme, qui veut tuer la mort, nous interfacer avec l'intelligence artificielle, nous augmenter et coloniser le cosmos. D'où les projets d'Amazon et de Tesla. L'homme n'a jamais eu de pulsions démiurgiques réalistes. Il les a aujourd'hui. Et la Silicon Valley en est l'épicentre. Une économie de plateforme, au travers de l'intelligence artificielle, mais ce sera aussi la même chose sur la génétique et sur plein de technologies. Il y a des externalités de volume très fortes. On a vu qu'on ne peut pas faire d'intelligence artificielle et de l'éducation d'intelligence artificielle aujourd'hui si on a moins de 100 millions d'utilisateurs. Ce n'est pas l'épicerie market qui va faire ça à côté. Économie de plateforme, et puis, dernier point essentiel, et c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, une intelligence artificielle faible, quasi gratuite. Ce paysage économique, il est radicalement nouveau. Il est surprenant, il est choquant. Il conduit à une crise de conscience, à de grandes peurs. Il est paralysant. Alors qu'aujourd'hui, il faut tout faire sauf être paralysé. Il est crucial aujourd'hui d'adapter la société, car nous avons un décollage plus fort que jamais entre la technologie, la structure de nos élites politiques et le niveau des institutions. Nous avons des institutions qui sont merveilleusement bien adaptées à la gestion de l'État-providence des 30 Glorieuses. Nous avons une école qui est parfaite pour organiser le rattrapage par rapport aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Mais toutes nos institutions sont inadaptées au monde qui vient. On commence à en récolter les premiers fruits. Marine Le Pen est aux portes du pouvoir. Les populistes ont gagné déjà dans plusieurs pays, même s'ils ont marqué un temps d'arrêt aux Pays-Bas le week-end dernier. On parle d'intelligence artificielle, bien sûr. N'oubliez jamais qu'il s'agit d'intelligence artificielle faible et que la révolution n'est pas sur l'intelligence artificielle forte, mais sur la faible. La forte pose un problème de sécurité. Mais tout ce que peut faire l'IA, l'IA faible peut le faire, et l'IA faible, on l'a aujourd'hui. Donc les enjeux socio-professionnels, ils sont déjà là et ils ne nécessitent pas d'intelligence artificielle forte, contrairement à ce qu'on imaginait il y a 20 ou 30 ans. D'autre part, il y a une différence fondamentale entre la robotique et l'intelligence artificielle. Nous ne sommes pas dans la décennie de la robotique. On va faire des robots simples, avec des bras articulés médiocres qui vont faire des bagnoles. Nous n'aurons pas de robots Android d'ici 2030. C'est trop cher et ça n'est pas versionnable. Les magnifiques robots de Google, de chez Boston Dynamics, qui font peur à tout le monde sur YouTube, coûtent entre 1 et 2 millions de dollars pièce. Avant que ça remplace les femmes de ménage au Sofitel de New York, DSK sera devenu sobre sur le plan affectif.
Donc la robotique, c'est le coup d'après. Aujourd'hui, ce n'est pas la robotique, c'est l'intelligence artificielle dématérialisée. Un robot, la main n'est pas versionnée par magie chaque nuit, contrairement à votre version de WhatsApp sur votre smartphone. Alors, politique, parlons politique. L'IA nous pose un problème politique. Nous sortons de la première guerre cérébrale qui nous a opposés au cerveau d'Asie, et nous l'avons en valeur relative perdue. Singapour est numéro 1 mondial dans PISA. Les petits Vietnamiens sont meilleurs en mathématiques dans PISA que les petits Français. Le QI sur la côte d'Asie est à 108 en moyenne, 98 en France. Nous avons perdu la première guerre cérébrale. Et aujourd'hui, nous devons assumer la deuxième guerre cérébrale, cette fois-ci entre le silicium et le neurone carboné. Il ne faut surtout pas paniquer. Il faut se préparer, organiser la société, changer d'élite. Et c'est quand même nous qui votons. Nous avons les élites que nous méritons dans l'Occident. Des élites qui raisonnent à 15 jours, pendant que le gouvernement chinois raisonne à 50 ans, et Google à 1000 ans. Quels sont les enjeux politiques? Les enjeux politiques, ils sont très simples. L'intelligence artificielle va faire mieux que nous la plupart de ce que nous faisons. Mais il y a des milliards de nouveaux emplois à créer. Les peurs malthusiennes sont ridicules. Nous ne guérissons toujours que 80% des cancers de l'enfant. Nous ne guérissons toujours que 55% des cancers de l'adulte. Nous avons des milliards de choses à faire. L'aventure humaine a besoin de tous les hommes pour les prochains milliards d'années. Donc nous n'allons pas être inoccupés au revenu universel de base avec du pain et les jeux du cirque, comme la plèbe à Rome. Nous avons de quoi nous occuper à condition que nous changions nos institutions, que nous changions l'école et que nous changions la politique. On a un petit problème de souveraineté. Vous avez compris que pour éduquer l'intelligence artificielle, il faut beaucoup de données. Donc effectivement, Facebook et Google et Baidu et les autres ont un petit avantage sur nos petites PME. Il va falloir que nous réfléchissions à ne pas rater le prochain coup industriel. Il est clair que nous avons la CNIL, ils ont les GAFA, et que les CNIL européennes sont en train de donner un Reich numérique de 1000 ans à la Silicon Valley. Tout en travaillant très bien, les gens de la CNIL sont remarquables. Ils sont remarquables, mais ils sont les idiots utiles de la Silicon Valley et des BATX. On peut être très bien à faire des choses magnifiques et être contre-productif. C'est le cas de la CNIL. On a un problème de liberté, bien sûr, derrière la souveraineté. On a parlé des fake news, tout ça, je ne vais pas insister. Le problème principal, c'est le problème politique de la gestion des compétences. Nous avons voulu rentrer dans une économie de la connaissance, une économie de la data, une économie de la science. On a juste oublié que dans une économie de la connaissance, il y a une prime effroyable aux innovateurs, aux gens innovants, aux gens intelligents, aux gens multidisciplinaires. Dans un monde de la data, l'équation revenu et pouvoir en fonction du quotient intellectuel devient une horrible exponentielle. Quand vous gagnez 10 points de QI, votre salaire est multiplié par 15. Et sur les QI extrêmes, c'est pire, avec des aspergés milliardaires en dollars dans la Silicon Valley. Nous ne sommes pas prêts politiquement à assumer ça. Et la redistribution à la Piketty n'y changera rien. L'horreur de l'économie de l'intelligence artificielle, c'est qu'un gamin avec 170 de QI chez WhatsApp va créer plus de valeur qu'1 million de personnes à 100 QI. Ça n'est pas politiquement correct, c'est objectivement, moralement injuste. C'est l'horrible réalité de la société de la connaissance. Le principal facteur de production, c'est le neurone. Et les bons neurones valent plus que les neurones qui ne sont pas complémentaires de l'intelligence artificielle.
Derrière, on a bien sûr 3 scénarios. Du fait de ce décalage entre l'école de l'intelligence artificielle, qui progresse très vite, et puis l'école des neurones, qui ne progresse pas vite. Le premier scénario, c'est le revenu universel de base, et tous les gens qui ne suivent pas, on les met de côté. Ça conduit à une société totalement invivable. Le deuxième, ce sont les techniques de neuroenhancement. C'est ce que propose Elon Musk avec ses implants intracérébraux pour augmenter le quotient intellectuel, Brian Johnson aussi, les gens de chez Google dans la branche de Kurzweil, hein, pas tout Google, mais une partie de Google, le neuroenhancement, la sélection embryonnaire que certains proposent. Avant d'en aller là, il serait raisonnable au moins de moderniser l'école et de réfléchir où on envoie nos enfants pour qu'ils soient complémentaires de l'intelligence artificielle. Et n'oubliez jamais que 100% des gens qui ne seront pas complémentaires de l'intelligence artificielle seront au chômage. Pas 99%, 100%. Je le répète, si moi plus intelligence artificielle égale intelligence artificielle sans moi, il n'y a aucune chance qu'on me paye. Pourquoi me paierait-on si intelligence artificielle plus moi égale intelligence artificielle sans moi? Pourquoi? Pourquoi faire? Donc il n'y a que les gens faisant des choses que l'IA ne fait pas, que les gens complémentaires de l'IA qui auront du taf demain. Les autres auront des emplois protégés, comme il y a des centres d'aide par le travail. Mais ce n'est pas la société que nous voulons. En tout cas, ce serait une société ultra inégalitaire et injuste, alors que nous avons besoin de tous les hommes, avec leurs formes d'intelligence différentes, leurs apports différents. La tendance dans la zone Asie-Pacifique à l'eugénisme et aux technologies neuro-invasives, elle est forte. Hein. Je vous rappelle ce chiffre, 13% des Français souhaiteraient utiliser les technologies génétiques pour augmenter le quotient intellectuel de leur bébé, 50% des Chinois, dans un sondage international récent. Alors, la fonction de production est en train de changer, le travail peu qualifié va devenir moins important. Le travail très qualifié va devenir du capital payé en stock option. Et le capital lui-même va se séparer en capital traditionnel et en IA. L'IA étant une forme très particulière de capital. La fonction de production de demain, P égale capital plus IA plus travail très qualifié. Les trois étant des formes particulières de capital. La place du travail peu qualifié, elle doit être réfléchie. Nous devons magnifier la complémentarité entre l'intelligence artificielle et puis les humains. Ça suppose une reconfiguration complète de l'école et du système de formation professionnelle. Ce travail n'a pas commencé. Alors, la société qui se dessine, si on veut être dystopique, on pourrait imaginer le scénario Pont du Gard, le scénario destruction par les barbares en 450 après Jésus-Christ des aqueducs. On peut imaginer la création d'un grand cerveau planétaire noosphérique comme Teilhard de Chardin, le philosophe chrétien, l'avait imaginé. On peut aussi imaginer une gouvernance, une régulation intelligente de l'intelligence artificielle faible, puis un jour forte, au travers d'instances internationales de régulation. C'est le scénario que nous devons souhaiter. La gouvernance, la régulation, la police de l'intelligence artificielle vont être de plus en plus importantes. Mais l'élément majeur, c'est le potentiel humain. Je partage le slogan de cette matinée, l'humain au cœur. Mais l'humain, on ne met pas au cœur aujourd'hui. On ne s'en occupe pas. Venez avec moi voir les écoles en 2017. Je ne parle ni à Neuilly, ni dans le 7e, ni dans les beaux quartiers de Bruxelles où j'habite. Je parle dans les campagnes. Il faut que le slogan « l'homme au cœur » devienne une réalité de la politique. Qu'on paye les profs comme à Singapour, qu'on considère les profs comme à Singapour. Et on a vu les résultats spectaculaires que ça a donné à Singapour, même si Singapour n'est pas un modèle de démocratie. Arrêtons de dire que nous mettons l'homme au cœur, nous ne le mettons pas. Dans les entreprises privées, oui, mais dans l'action publique, non.
par facilité, nous préférons caresser le mammouth que le faire évoluer. Alors, magnifier nos différences, c'est quoi? Analyser à l'éducation nationale en permanence le front, la frontière technologique entre le neurone et le transistor. Ce n'est pas une frontière linéaire. Il y a plein de méandres. Il y a plein de choses que l'IA ne va pas faire dans les 10, 20, 30, 50 années. C'est là où il faut aller. Cette frontière technologique, elle est contre-intuitive. Il y a 4 types de métiers. Basse compétence cognitive sans la main. Haute compétence cognitive sans la main. Basse capacité cognitive plus la main. Haute capacité cognitive plus la main. Les bureaucrates de back-office, les comptables, qui ne se servent pas de leurs mains et qui font des tâches à basse nécessité cognitive, vont être balayés assez rapidement. Il va falloir les reconvertir vite. Les comptables, les bureaucrates, les back-office. Après, vous avez les tâches cognitives fortes sans la main. Le radiologue. Ça va être un peu plus long. Le radiologue sous la forme actuelle va disparaître. Je parle de l'emploi actuel, mais ces gens doivent se reconvertir d'ici 20-25 ans. Après, vous avez capacité cognitive faible plus la main. Femme de ménage, et ça n'est pas méprisant, c'est une réalité. Ça va être remplacé, automatisé après le radiologue, puisqu'on l'a vu, le robot, c'est le coup d'après. On ne sait pas faire de robot Android polyvalent, pas cher aujourd'hui. La femme de ménage est un emploi plus protégé que radiologue. Et le dernier, c'est la main innovante. C'est la main à quotient intellectuel élevé, à capacité intellectuelle innovante. C'est la frontière technologique ultime. C'est l'artiste à grande capacité cognitive. Les chefs 3 macarons Michelin. Ça va être les derniers à être remplacés. Les grands chefs ont tous des QI élevés. Ils ont tous une grande innovation et des grandes capacités intellectuelles, et en plus, ils ont une main qui n'est pas automatisable avant longtemps. Il vaut mieux être chef 3 macarons Michelin que radiologue. Il vaut mieux être femme de ménage que radiologue, mais certains pourraient discuter cette assertion. En tout cas, cette réflexion sur là où il faut former les gamins, là où il faut les envoyer, est importante. Et elle doit également conduire à ne pas oublier que les savoirs techniques vont être automatisés avant les savoirs transversaux. Et donc les humanités, la philosophie, l'histoire sont plus importantes que les savoirs verticaux. Il vaut mieux connaître l'histoire des idées que savoir coder en Python. Pas aujourd'hui, mais dans 25 ans. On fait juste le contraire. On fait juste le contraire. Alors, j'ai fini. Hein. Ah oui, parce qu'il est 12h59, donc vous devez commencer à avoir faim. Quel monde devons-nous construire? On a sacrifié la jeunesse et le pays par conneries déjà 2 fois dans notre histoire depuis 150 ans. Au chemin des dames, quand on envoyait 10, 20 000, 30 000 gamins se faire tuer sur le front en 1917, avec les milliers de mutineries qu'il y a eu, on sacrifiait par conneries bureaucratiques la jeunesse. On a sacrifié aussi les gamelins en 1940 qui n'avaient pas compris la nouvelle guerre, ont sacrifié notre liberté en ne comprenant pas comment fonctionnait l'armée allemande. Il ne faut pas aujourd'hui que nous fassions la même chose. Le nouveau chemin des dames, le chemin des dames 2.0, d'envoyer au casse-pipe les gamins face à l'intelligence artificielle en 2025, en 2035, sans aucun outil. N'oubliez pas que les gamins qui sont à l'école aujourd'hui bosseront encore en 2060. Pensez-vous que la formation qu'on leur donne aujourd'hui va leur permettre d'être complémentaires face à l'intelligence artificielle faible? C'est honteux. C'est honteux. Le monde qui vient va être un monde compliqué. On ne va pas arrêter la technologie. Notre génération va avoir du mal. Il y aura forcément une part de fusion entre l'électronique et notre cerveau biologique, sans aller jusqu'au fantasme noosphérique.
Nous allons être dans un bain numérique. Nous allons avoir des technologies de plus en plus intrusives. Les algorithmes pourraient créer une prison algocratique. Il ne faut pas que nous soyons enfermés là-dedans. Je ne sais pas plus que vous ce que doit être l'aventure humaine dans les décennies et les siècles qui viennent. Ce qui me paraît essentiel, c'est de préserver 3 lignes rouges. La première, même si nous créons un grand cerveau planétaire entre nous et l'intelligence artificielle dans le futur, nous devons pouvoir séparer notre cerveau. Nous devons pouvoir être autonomes. Nous devons défendre notre autonomie. La deuxième chose, c'est que la réalité virtuelle, des drogues de toutes sortes vont modifier notre conscience. Le réel va se fragmenter. Il faut sauver le réel et il faut que nous puissions sortir de la matrice. Et le troisième élément, sans lequel il n'y a pas de vie et pas de dignité humaine, il ne faut pas que tout soit prévisible. L'intelligence artificielle faible ne doit pas nous enfermer dans une prison tautologique où tout serait prévu. Il est capital de préserver le hasard. Car sans hasard, il n'y a pas d'aventure humaine. Il n'y a qu'un immense cauchemar que l'on peut anticiper dès sa naissance. Je vous remercie.